Bonjour, bonjour, c'est le podcast de l'externe. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire l'item 120 sur les complications de l'immobilité et du décubitus. Voilà, ça va être un petit item assez rapide, je pense. Donc, c'est parti de suite pour la définition de l'immobilisation. Donc, en fait, tout simplement, c'est la perte de la station verticale ajoutée à l'absence d'exercice. Donc ça concerne les gens qui viennent d'être opérés, les personnes âgées, grabataires, etc. Donc, on va voir comment dépister les principaux éléments du syndrome de désadaptation psychomotrice. Ça va être la présence de troubles de la posture, avec une rétropulsion, c'est-à-dire une position où on se met plutôt vers l'arrière, des altérations motrices, c'est-à-dire des troubles de la marche et des troubles neurologiques, et ça va être aussi la présence de troubles psychocomportementaux, du style anxiété, phobie de la verticalisation, etc. Donc le syndrome de désadaptation psychomotrice, c'est ces trois choses. Troubles de la posture, altération motrice et troubles psychocomportementaux. On va voir maintenant les principales complications précoces du décubitus. Donc premièrement, on va voir des complications respiratoires, style encombrement, atelectasie, infection bronchopulmonaire. On va avoir ensuite des complications à type de maladie thromboembolique veineuse, phlébite, TVP, etc. On va avoir des complications cutanées, des escarres, mais aussi des infections. On va avoir l'hypotension orthostatique, qui est directement liée au décubitus et la désadaptation de la station debout. On va avoir des complications mécaniques, des ankyloses, des douleurs articulaires, etc. Des complications éliminatoires, c'est-à-dire constipation ou infection urinaire, et enfin des troubles psychiques. Voilà. Donc ça, c'est toutes les complications précoces du décubitus, donc c'est-à-dire de quelques heures à quelques jours. On va voir maintenant les autres complications précoces et aussi les complications tardives du décubitus. Donc, dans les complications précoces, je ne vais pas revenir sur celles qu'on vient de citer, mais en plus de ça, on va avoir une désadaptation cardiaque, avec des œdèmes notamment. On peut avoir aussi du reflux gastro-œsophagien, des fausses routes, des troubles urinaires, donc on a parlé des infections urinaires, mais il va y avoir aussi la dysurie par exemple, l'amyotrophie bien sûr, la fonte musculaire, des compressions nerveuses périphériques, au niveau des zones de contact, ça peut être aussi des sciatiques, des choses comme ça, et des douleurs un peu générales. Ça, c'est les complications précoces. Et maintenant, les complications tardives, ça va être l'ostéoporose, ça va être aussi des rétractions capsulo-ligamentaires et tendineuses, des rétractions musculaires, une désadaptation posturale, et des troubles psychiques, donc là on l'a déjà vu, mais ça va être une complication tardive. Bon, désolé si je parle du nez, j'ai un petit rhume là, qui est en train de se transformer en bronchite d'ailleurs, donc voilà, je vais essayer de ne pas trop tousser, même si ça me démange. Alors, la physiopathologie maintenant des complications du décubitus. Pour les complications respiratoires, ça va être lié à un dérecrutement des zones pulmonaires postérieures avec une altération de la clairance mucociliaire, une altération de la course diaphragmatique, c'est-à-dire une moins bonne amplitude du diaphragme, donc une moins bonne sollicitation des poumons, et aussi des micro-inhalations. Voilà, en position allongée, on va avoir un peu de reflux par exemple, ou quand on avale, ça passera pas par le bon tube comme on dit, et ça va faire des micro-inhalations et du coup une inflammation, voire même une petite infection au niveau des voies respiratoires. Pour la maladie thromboembolique veineuse embolique, il y a un peu deux fois, c'est un peu redondant avec embolique, mais bon, c'est le nom que ça a, MTVE. Donc ça va être lié à une baisse du volume sanguin périphérique associée à une stase veineuse et plus ou moins avec différents facteurs de risque, c'est-à-dire des antécédents déjà de maladie thromboembolique, des chirurgies récentes, un syndrome inflammatoire qui peut être associé à une opération, une maladie aiguë qui nous maintient alité, et donc ça va être une situation thromboembolique,
et plus ou moins aussi une immobilisation de membres. Voilà, si mettons il y a eu un plâtre, une fracture, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la physiopathologie des maladies thromboemboliques veineuses. Pour les escarres, donc là, c'est lié tout simplement à la pression prolongée des parties molles qui va être supérieure à la pression de perfusion capillaire. Donc la pression de perfusion capillaire, elle est de 33 mm de mercure. Et ça va être cette compression en regard d'un relief osseux qui va offrir en quelque sorte un plan dur contre lequel va venir s'écraser les tissus mous, les parties molles, et qui vont venir du coup faire une ischémie liée à un dépassement de la pression de perfusion capillaire. Pour l'hypotension orthostatique, donc le mécanisme, ça va être lié à une stagnation sanguine veineuse qui est non régulée par le système neurovégétatif lors du passage à la position verticale, tout simplement. Donc les complications mécaniques à type d'ankylose, ça va être lié aux rétractions capsulo-ligamentaires et tendineuses. La constipation va être liée à une stase stercorale plus ou moins modulée par des médicaments ralentisseurs du transit, par exemple les opiacés, les morphiniques, etc., les antidouleurs généralement. Les infections urinaires vont être liées à la diminution de la vidange vésicale, plus ou moins la mise en place d'une sonde urinaire pour certaines situations qui le nécessitent, notamment opératoires. Et enfin, les troubles psychiques, ça va être lié à une angoisse liée à la maladie ou au traumatisme initial, des insomnies aussi, voilà, comme il y a moins d'activité physique, le sommeil est perturbé, il y a un dérèglement du cycle nictéméral, voilà, il y a plein de choses qui peuvent créer les insomnies. Ça peut aussi être lié à une dépendance qui est liée à l'immobilisation, aux douleurs et au déconditionnement sensoriel lié à la station allongée, prolongée d'ailleurs. Voilà, donc maintenant on va voir comment prévenir ces complications précoces du décubitus. Voilà, parce que bien sûr, il y a des moyens de les éviter. Donc on reprend chaque type de complication et on va voir les solutions qu'on peut apporter. Pour les complications respiratoires, eh bien là, il suffit d'alterner les postures, que ce soit un décubitus dorsal, on va passer à un décubitus latéral par exemple. On va faire varier l'inclinaison de la tête de lit entre 30 et 45 degrés. Et on va mettre une position assise pour les repas. Voilà, et ça permettra de limiter un peu les complications respiratoires. Pour les maladies thromboemboliques veineuses, on va mettre en place une contention veineuse des membres inférieurs, avec des chaussettes ou des bas de contention ou des bandes de contention chez les personnes où on ne peut pas mettre ces sous-vêtements, entre guillemets. On va faire une contraction ou une pression musculaire régulière des membres inférieurs aussi. On va mettre en place la verticalisation précoce, notamment dans le cas des chirurgies. On va optimiser l'hydratation et on va pouvoir mettre en place un traitement anticoagulant à dose préventive. Voilà, donc ça c'est même pour les patients qui ne nécessitent pas d'anticoagulation. On va mettre des HBPM souvent si la fonction rénale est bonne. Voilà, type nous à l'hôpital par exemple on mettait beaucoup la tenzaparine, l'Inoep, voilà le nom commercial. Et là en général on mettait pour un patient de corpulence normale sans trop de facteurs de risque, on mettait 3500 unités. On pouvait passer à 4500 unités de tenzaparine. Voilà, bon bref, ça c'est vraiment adapté à la molécule et au patient. Pour les escarres, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc là, c'est aussi un changement de position toutes les 2 heures à 3 heures, une mise au fauteuil le plus tôt possible, une prévention des lésions de frottement et de cisaillement, une prévention bien sûr de toute macération, donc c'est-à-dire si le patient ou la patiente est incontinent, eh bien on va changer régulièrement les protections, bien sécher lors des toilettes. Voilà, pour éviter que ça macère. On va optimiser les apports nutritionnels, donc avec des compléments, des CNO, des compléments nutritionnels oraux, hypercaloriques, hyperprotéinés souvent, lorsque l'alimentation classique n'est pas possible. Voilà, ça permet d'avoir un taux d'albumine et un apport nutritionnel suffisant, voilà, qui limite la formation d'œdème et voire d'escarres.
On va faire une éducation du patient et de son entourage. Et on va mettre en place des supports adaptés. Donc ça va être des matelas à air, ça peut être souvent, qui vont se gonfler, se dégonfler par intermittence pour essayer de varier un peu les appuis. Les coussins de siège, voilà, les choses à mémoire de forme, etc. Des petits trucs en gel qu'on peut mettre sous les talons aussi. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place quand il y a des stations décubitus prolongées. Pour l'hypotension orthostatique, comment on peut le prévenir ? Eh bien, par le port de bas de contention élastique, proposer des activités physiques pendant le décubitus, mettre en place une verticalisation progressive pour réadapter le système nerveux autonome à réguler tout simplement la tension artérielle lorsqu'on se verticalise, et optimiser l'hydratation aussi pour toujours avoir un bon niveau d'hydratation. Pour prévenir les complications mécaniques, donc les ankyloses, on va éviter les positions segmentaires en flexion, on va alterner les postures, faire de la mobilisation articulaire au minimum passive, c'est-à-dire si le patient ne peut pas bouger lui-même, on va lui mobiliser nous en tant que soignant, et après si lui peut bouger ses membres, eh bien il va falloir qu'il se mobilise les articulations activement. Et enfin, pour prévenir les infections urinaires, eh bien là, on va optimiser l'hydratation, là aussi. Et s'il y a une sonde urinaire, on va essayer de la retirer le plus précocement possible, dans la mesure où c'est envisageable. Ok. Et donc là, on va parler un peu des escarres. Donc les critères principaux des différents stades, et après les facteurs de risque qu'on va chercher à éviter. Et on finira l'item sur les escarres. Donc, il y a 4 stades d'escarres, même 5 au final, puisqu'on prend le stade 0. Le stade 0 d'escarre, c'est une hyperémie réactionnelle qui disparaît à la pression. Hyperémie, ça veut dire que c'est une zone de rougeur un petit peu, qui est réactionnelle, et que lorsqu'on va appuyer dessus, ça va devenir blanc. Ça, c'est le stade 0. Donc, quand on est à ce stade-là, c'est le moment où il faut le dépister pour essayer d'éviter que ça s'aggrave. Le stade 1, c'est un érythème permanent qui ne va pas du coup disparaître à la pression. Le stade 2, c'est des lésions cutanées partielles qui vont intéresser l'épiderme, le derme ou les deux. Donc c'est-à-dire que ça commence à être un petit peu creusé. Stade 3, on va avoir une lésion cutanée qui intéresse toutes les couches de la peau jusqu'à l'hypoderme. Et le stade 4, le stade le plus grave, ça va être la destruction extensive avec une perte cutanée profonde qui touche les 3 couches de la peau, épiderme, derme, hypoderme, et qui va s'étendre à l'os, aux tendons et même aux articulations sous-jacentes. Et donc là, il y a de gros risques déjà infectieux, cicatriciels. Souvent, on va devoir faire des greffes de peau, etc. Et là, j'ai eu l'exemple dans mon stage de médecine polyvalente d'un patient très grabataire qui avait des escarres un peu partout, notamment au niveau du sacrum. Il avait été en chirurgie réparatrice là, pour faire une greffe de peau à partir de son fessier, je crois, pour lui greffer au niveau du sacrum, pour faire un lambeau cutané. C'était une galère, quoi. Ça n'avait pas bien cicatrisé, il y avait eu des chutes d'escarres, ça saignait, c'était vraiment dégueu. Donc là, stade 4, généralement, c'est des patients qui sont en fin de vie, malheureusement. Voilà, ce patient d'ailleurs dont je parle, là, il était mort 2 semaines après, quelque chose comme ça. Ça n'avait pas été joli, la fin. Voilà, donc quels sont les facteurs de risque d'escarres ? Donc ça va être les facteurs de risque de l'immobilisation, donc ceux qu'on a vus précédemment, et aussi dans le cas de coma, de déficit neurologique étendu. Là, bien sûr, il y a une immobilisation qui n'est pas réversible, dans un premier temps en tout cas. Il y aura des facteurs de risque de l'altération de l'état général et de la dénutrition, des facteurs de risque d'altération de la barrière cutanée, donc des incontinences urinaires ou fécales qui conduisent à une macération, à des infections cutanées, etc. Il y a les facteurs de risque d'altération de la perfusion tissulaire, donc par exemple les patients qui ont des artériopathies chroniques, une insuffisance circulatoire aiguë, etc.
Et enfin, il y a les facteurs de risque de surinfection. Donc là, c'est les pathologies un peu systémiques, style le diabète, etc., les immunodépressions, voilà, tout ce qui va favoriser les risques de surinfection qui viendront aggraver les escarres, même de petits stades. Dès qu'on est au stade 2 déjà, avec des lésions cutanées partielles, il y a une effraction de la barrière cutanée, donc risque infectieux qui est déjà là dès le stade 2. Voilà, c'est tout pour cet item. Il n'était pas très long, donc j'espère que ça vous aura bien servi, notamment pour ceux qui vont avoir des stages en gériatrie, par exemple, en chirurgie aussi. Il y a beaucoup ce type de patients qui sont immobiles et souvent en position de décubitus. Donc, ça donnera des petits tips comme ça pour essayer de limiter un peu les facteurs de risque et les complications que ça peut entraîner. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, révisez bien, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.